Matin, Midi, Soir, matin, midi, Soir. matin, midi et soir. matin, midi et soir. Bienvenue sur Matin, Midi et Soir, votre dose de contenu inspirant à consommer toute la journée. Ici Sophie d'Innoon Experience. Dans ce podcast, je vous invite à partir à la rencontre de personnes qui ont changé leur quotidien et celui de leur entourage. Nous découvrirons leurs freins, leurs doutes, leurs espoirs, leurs projets, leurs motivations et pour sortir des sentiers battus, je m'autoriserai quelques questions inattendues. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Leslie. Leslie fait partie du groupe Orange, c'est un grand groupe télécom. Elle est directrice adjointe d'unité opérationnelle, c'est un terme très conventionnel dans ce groupe-là, et elle aime à se définir comme manager d'équipe. Elle a vécu une expérience de transformation managériale, elle va nous partager ça aujourd'hui. Bonjour Leslie. Bonjour Sophie. Alors Leslie, est-ce que tu peux te présenter en 3 chiffres, s'il te plaît ? Ouais, je vais essayer en tout cas Sophie. 3 chiffres importants pour moi, je dirais 4. C'est mon mari, mes enfants et moi. C'est comme ça que ma vie se fait à 4. Je te dirais 40 parce que je vais avoir 40 ans dans quelques années et que j'arrive à un bel âge de maturité, j'ai l'impression. Et puis je dirais 12. Ça fait 12 ans que j'ai intégré le groupe Orange et j'y ai vécu plein de belles expériences. Super. Alors Leslie, entre nous, t'es plutôt du soir ou du matin ? Définitivement du matin, j'ai plus du tout d'énergie le soir et j'ai plein d'énergie le matin. Ok. Toute cette énergie, elle était mise au service de la transformation que tu as vécue chez Orange et c'est ça que tu vas nous raconter ce matin. Alors il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une étape de commencement, ce qu'on appelle le début de la transformation, la prise de conscience, le réveil, les déclics. Comment c'était pour toi avant d'engager cette transformation chez Orange ? Alors avant pour moi c'était beaucoup de questionnements autour de mon rôle, ma place, ma relation aux équipes. Donc pour moi c'était beaucoup de questionnements à l'intérieur et puis je pense pour les équipes c'était des lourdeurs dans notre fonctionnement, de la lenteur, beaucoup de règles qui font pas que nous aider, voilà, qui parfois nous mettent en difficulté. Et puis je dirais que c'était aussi, moi j'avais un sentiment de gâchis, c'est-à-dire beaucoup de belles personnes, beaucoup de superbes expertises, et puis des difficultés dans nos modes de fonctionnement. Ok, qu'est-ce que tu justement identifiais comme très grosse difficulté que tu ne voulais plus vivre à cette époque-là ? Moi, je voulais plus vivre le sentiment d'isolement qu'on peut avoir en tant que manager. Le fait d'avoir des sortes de frontières entre les managers, les autres. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me rendait triste, le sentiment de solitude. Et puis je voulais plus vivre non plus le renoncement qu'il y a à se dire de toute façon on pourra jamais rien changer dans cette boîte ou la lourdeur. Voilà, ça c'était le sentiment de frustration, quoi. La solitude, la frustration, c'est des choses que je voulais plus vivre. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce qui se passait dans tes équipes et que tu ne voulais plus revivre ? Un exemple concret, je pense, ce serait se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre processus de production. Voilà, on fabrique du réseau pour Internet, pour les mobiles, et puis parfois, c'est un environnement complexe, et donc parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça ne fonctionne plus. Et ce que je voulais plus vivre, c'est, il y a cette nouvelle techno qui arrive, et donc il faut qu'on re-questionne ce processus, mais non, c'est trop compliqué, on arrête, on continue de faire toujours comme avant, quoi. Ok, et pourtant, est-ce qu'il y avait des choses qui fonctionnaient quand même, qui étaient un appui pour toi dans ce grand groupe qui est Orange ? Qu'est-ce qui te permettait de tenir pied, en fait, à l'époque ? Ce qui est formidable chez Orange, c'est à la fois la richesse des personnes. Voilà, je le redis, il
Il y a beaucoup de gens très engagés dans cette entreprise parce qu'ils aiment ce qu'ils font et ils ont de très belles expertises. Ça, c'est quelque chose de formidable et qui fait vraiment partie de l'ADN de la boîte. C'est chouette. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que Orange est une entreprise qui, depuis quelques années, permet beaucoup de choses. Il y a une autorisation tacite à essayer. Et je pense que c'est ça qui nous a permis, nous, de nous lancer là-dedans. C'est qu'il y avait cette autorisation d'essayer des choses nouvelles. Ok, alors on fait une petite parenthèse. Comment t'es tombé les pieds chez Orange? Parce que c'est rigolo de tomber dans des grands groupes et puis d'y rester longtemps. Comment t'es arrivé là? Pas mal par hasard. Moi, je suis diplômée d'une école de commerce, donc un parcours scolaire, académique très classique et très sérieux. Et puis, depuis toute petite, moi, je suis passionnée par le monde de l'émotion. J'avais fait beaucoup de théâtre et donc, dans mes études supérieures, j'avais décidé de me spécialiser dans la culture. Et puis, à cette époque-là, Orange s'engageait dans le monde de la culture. Et donc, par hasard, je suis arrivée chez Orange. Et par hasard, j'ai découvert le monde du management et le monde des telcos, alors que je venais pas du tout pour ça. Et puis, j'ai découvert, du coup, la relation à l'autre, l'émotion, justement, dans le monde de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, qui continue de beaucoup me toucher et qui fait que je reste, et avec beaucoup de plaisir. Matin. Alors, est-ce que tu peux nous partager, Leslie, c'était quoi le contexte à l'époque? Comité de direction, directrice, leader, comment ça fonctionnait tout ça? Eh ben, ça fonctionnait avec un comité de direction, ma boss Nejma, notre directrice, et puis notre leader. Et donc, on est dans cette unité opérationnelle avec des enjeux opérationnels, du delivery, des résultats à apporter au quotidien. Et puis Nejma, qui avait toujours eu cette fibre très humaine, qui décide de nous embarquer dans cette aventure et qui a le courage, en fait, de prendre ses marges de manœuvre pour qu'on risque un mode de management différent et de le faire dans ce cadre où il faut continuer à avoir un business qui tourne, quoi. Ah, il est midi. Midi. C'est l'heure de la pause de midi, Leslie. Est-ce que tu as un souvenir de pause du midi un peu décalé avec Nejma dont tu viens de nous parler? Ouais, j'ai plein de chouettes souvenirs, mais j'ai aussi... celui qui me vient là, c'est quand, après avoir initié la transformation, on s'est mis à travailler en marchant et donc en profitant de pause déj pour marcher le long de la plage et travailler en marchant. Merci Leslie pour ce partage d'outils d'intelligence collective. J'invite les gens qui nous écoutent à l'essayer, à aller marcher avec une personne avec qui ils ont envie d'échanger pendant une vingtaine de minutes, 10 minutes chacun sur un sujet donné. C'est hyper intéressant effectivement sur comment je me sens quand j'écoute l'autre et ça me fait quoi d'écouter pendant 10 minutes, ça fait quoi d'être écouté pendant 10 minutes. Merci Leslie pour cette pause des midis. Alors on revient à notre projet de transformation. Donc vous êtes un petit peu en silo à l'époque chez Orange de manière très cadrée. Tu constates qu'il y a plusieurs choses que tu aimerais changer et notamment aux côtés de Nejma dont tu nous as parlé. Est-ce que tu peux nous raconter comment est venu le déclic? Où est-ce que vous êtes allé vous inspirer? Comment vous avez décidé d'initier ce changement qui est quand même encore très pionnier dans les organisations? Comment ça s'est passé tout ça? Je dirais que l'élément déclencheur, c'est comme je l'ai dit, Nejma, ses convictions. Et puis le deuxième élément déclencheur qui nous embarque tous, c'est le fait d'initier un parcours d'accompagnement avec Alexandre Gérard d'Innovon. Donc un parcours d'accompagnement d'une dizaine de séances
voilà, qui nous accompagne au quotidien et qui, à la fois, nous apporte des notions clés. Et donc là, on est dans l'inspiration, là, on s'ouvre à autre chose et qui, en même temps, nous questionne et nous fait travailler sur nous-mêmes. Ça, je dirais que c'est le deuxième déclic. Et puis le troisième déclic, c'est ce qu'on décide de faire dans l'organisation avec nos équipes managériales, qui sont évidemment la courroie de transmission pour que tout ça existe au plus près et existe pour chacun dans l'organisation. Ça, c'était la troisième étape. Et puis après, la quatrième étape, c'est le travailler avec tout le monde. Donc c'est successif. Parfois, c'est difficile de se lancer dans ce type de démarche. On voit beaucoup d'organisations qui n'osent pas encore y aller. Qu'est-ce qui vous a permis de pouvoir cranter tous ces sujets-là et d'avancer ? Je dirais, ce qui nous a permis d'y aller, c'est le fait d'être accompagné, voilà, d'avoir quelqu'un qui nous apporte les notions clés, qui avait fait ça dans sa propre entreprise. Donc il y a une puissance phénoménale à voir que c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est pas du consultant, c'est vraiment quelqu'un qui l'incarne. Donc ça, c'était un élément très fort parce qu'on a pu poser des questions basico-basiques, mais des questions du quotidien. Ça, c'était fort. La deuxième chose, c'est que on avait la façon, c'est comment je mets le pied à l'étrier, comment je fais différemment. Et on a beaucoup travaillé sur la notion de test non stratégique. Voilà, c'est comment je fais différemment sur des choses qui impacteront pas mon business. Et il y en a des tonnes dans l'entreprise, quoi. Voilà, on parle de l'aménagement de la salle café, on parle de l'organisation du déjeuner de Noël. Ça, c'est des choses, ça touche pas directement le business et ça nous permet à ce moment-là de faire différemment. Et puis je pense que ce qui nous a permis de faire différemment, c'est ce que Nejma a appris sur elle, de construire cette bulle de protection autour de nous pour qu'on puisse essayer. Et je pense qu'on avait aussi tous intégré que si on voulait que ça marche, il fallait qu'on continue à délivrer les résultats. Et donc, on avait cet engagement à la fois de continuer à délivrer et en même temps de tenter des choses différemment. Voilà. Et c'est cet équilibre-là qui nous a permis d'avancer. Ok, est-ce que j'imagine que ça secoue un peu, j'imagine même, je sais que ça secoue beaucoup quand on entame ce type de démarche. Ça a été quoi les difficultés que vous avez vécues dans ces moments-là ? Alors ça secoue, oui et non. Oui, ça secoue. Et en même temps, pour beaucoup, c'est... moi dont je fais partie, c'est libérateur de se dire « Ah mais j'ai enfin trouvé ». Le truc qui fait que j'ai l'impression de ne pas être une fraude dans le monde de l'entreprise. Il y a un alignement qui fait qu'on se dit c'est ça que je veux être. Donc c'est très libérateur, très puissant. Et en effet, après, ça remue beaucoup parce que ça amène une remise en question personnelle assez profonde. Ça remet en question aussi dans nos liens. Je pense que ce qui nous a secoué, c'est que l'entreprise traditionnelle, elle renforce les rôles, elle renforce la partie, la fonction. Alors que la transformation, elle nous ramène à nous, à l'intérieur de nous en tant que personne. Et ça, quand on fait tomber le rôle, quand on fait tomber la fonction, quand on s'autorise à être ça, c'est de la vulnérabilité parfois, du dénuement. Et ça nous met dans des positions de fragilité, en fait. Ok, sur cette fragilité que tu poses, je trouve que c'est important parce que tout le monde ne se sent pas forcément les épaules pour partir là-dessus. Comment ça s'est passé dans le comité de direction ? Comment vous avez décidé d'y aller ? Est-ce que tout le monde voulait y aller ? Ou est-ce que certains ont décidé de rester sur le bord du chemin et puis de récupérer l'aventure un peu plus tard ? Non, on a clairement, c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble dès le début, avec des traits convaincus. Tu veux dire que tout le comité de direction avait la conviction pour y aller ? Non, je pense qu'il y avait une partie du comité de direction qui était convaincue et très promoteur de la démarche. Il y avait une partie du comité de direction plus dubitative et qui en même temps n'était pas réfractaire. Donc qui avait envie d'essayer et qui était plutôt en mode on verra, on y croira quand on le verra, quoi.
Ok, donc là, vous vous autorisez en fait à vivre l'expérience, voir Ouais. ce que ça va vous faire. Qu'est-ce que vous vivez de génial dans ces moments-là qui commencent à initier le changement? On a parlé des difficultés, là, qu'est-ce que vous vivez dans ces déclics de top, quoi, que vous adorez, qui vous mettent un peu d'étoiles dans les yeux? Je pense que ce qu'on vit tous, c'est déjà un profond sentiment d'authenticité. Et donc une confiance entre nous qui se resserre, mais de manière très puissante, quoi. Et donc, pour faire écho au sentiment de solitude dont je te parlais tout à l'heure, on se sent plus du tout seul, quoi. On se sent vraiment ensemble dans ce défi-là, dans cette transformation-là. Et puis, on se sent très vivant, quoi. On se sent très vivant parce qu'on essaye et on se plante et on s'autorise ça et on se reconnecte à quelque chose de quand on était gamin, quoi, tu vois. Et on a envie d'essayer quelque chose. Donc ça, c'était les moments super. On a beaucoup ri, on a beaucoup pleuré et on l'a vécu tous ensemble. Est-ce que vous êtes visible à ce moment-là du groupe national? Est-ce que vous faites ça en off? Comment vous avez fait le job? On fait ça plutôt en off. Je pense que c'est perceptible des gens qui nous côtoient parce que ils nous voient évoluer, ils voient la dynamique du comité de direction évoluer. Et puis, ça commence à se voir de l'extérieur un petit peu parce que l'ambiance dans l'unité change, la qualité relationnelle s'améliore. Donc, c'est perceptible et en même temps, ce n'est pas communiqué. Soir. Ambiance fin de journée dans notre podcast matin, midi et soir. Et alors donc cet après, Leslie, une fois que vous avez engagé ce chemin de transformation, que vous avez décidé d'y aller, que vous avez vécu des choses un petit peu en off, notamment dans les parcours d'accompagnement, comment ça se passe après? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on a décidé de mettre très vite en place pour que ça irrigue au maximum l'organisation. Il y a des choses puissantes comme la formation à la facilitation. Ça, c'est un outil qu'on a voulu rendre vite disponible au plus grand nombre. Et ça nous permet au quotidien de fonctionner différemment parce que maintenant, on a une trentaine de personnes qui sont formées à la facilitation et qui peuvent accompagner des réflexions en intelligence collective dans leur collectif ou parfois dans d'autres collectifs que le leur, quoi. Ça, c'est un élément hyper puissant, la facilitation et la formation à la facilitation. Et c'est quelque chose qui passe bien dans n'importe quel groupe parce qu'il y a un côté rationnel, c'est méthodique. Il y a aussi un autre outil que j'ai trouvé très puissant, c'est la formation à la communication non violente. Ça, c'est pareil, c'est assez méthodique, ça commence à être plus assumé sur le marché de l'entreprise, donc on a pu proposer ça, et là ça change tout dans la dynamique des relations. Donc ça, je dirais, c'est deux éléments importants. Quels sont les sujets que vous avez pris justement une fois que vous avez eu cette autonomie, que vous travaillez plus en responsabilité, une fois que vous avez posé les bases pour avancer, ça a été quoi vos premiers chantiers? Et puis la deuxième question que j'ai envie de te poser après, c'est ça a été quoi les chantiers les plus réussis de ton point de vue? Je dirais ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est le transverse. Voilà, donc nous, on est sur des processus de production de réseau assez linéaires, avec il y a quelqu'un avant, il y a quelqu'un après. Et en gros, pour que ça marche de bout en bout, il y a un gros sujet de transverse. Le fait de travailler sur la qualité relationnelle et sur le fait de je me sens concernée par le problème, ça fait que chacun, quel que soit l'endroit auquel il se trouve dans ce processus de production, s'est senti légitimé pour contacter avant, après. Et donc, c'est dans les chantiers transverses que ça a été le plus visible. Tu as un exemple de chantier, Leslie, qui a très bien fonctionné, un truc récent que vous avez fait? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Tu m'as parlé de vision-valeur en off. Est-ce que ça, c'est un truc que tu peux raconter? Ouais, ça c'est le processus qui nous a permis de rendre visible pour l'ensemble des participants, enfin l'ensemble des équipiers. Hein, voilà, toute l'unité a été concernée. Donc vision-valeur, c'est le processus qui vise à définir la vision, donc ce qu'on cherche à faire dans cette BU,
Pour nous, c'est leader exemplaire et innovant pour rapprocher les hommes et connecter les territoires. Ça, c'est notre vision. Et puis, on a posé nos valeurs. Respect, confiance, esprit d'équipe, ouverture d'esprit. Ça, c'est à la fois ce qui nous guide dans le chemin vers lequel on va, et puis nos valeurs, c'est notre cadre, le terrain de jeu, ce qu'on doit respecter pour que ça fonctionne. C'est super. De ton point de vue, Leslie, qu'est-ce que ça apporte au groupe Orange, cette transformation que vous expérimentez, parce qu'on parle beaucoup d'expérience pour l'instant sur ce type de sujet. Qu'est-ce que ça apporte, à ton avis, à ce grand groupe ? Je pense que ça nous apporte de l'oxygène, en fait. Ça oxygène le groupe, parce que donc, il y a beaucoup de... On change... alors, on change avec ce parcours-là, et puis parfois, la vie nous amène à prendre d'autres responsabilités dans d'autres unités. Et donc, on part tous avec un peu de ça. Donc, on va oxygéner le groupe partout ailleurs. Et je pense que ça démontre aussi le fait que ce grand groupe qui est bienveillant et qui autorise ça, ça démontre la capacité qu'il a à accueillir en son sein des initiatives qui le font progresser, qui le challenge parfois. Et donc, en fait, ça le fait grandir. Et moi, je trouve ça très chouette de savoir que moi, je considère que j'ai une chance extrême d'être dans ce groupe-là qui permet ça, qui encourage ça, et qui en profite sans chercher à le dupliquer partout parce que ça n'aurait pas de sens, mais qui quand même reconnaît que ça fonctionne. Du coup, on peut parler de réussite du projet, Leslie ? Je pense qu'on peut parler de réussite dans le sens où ça nous a permis de vraiment améliorer nos résultats opérationnels. Je pense que en ça, c'est vraiment une réussite. Et puis, c'est une réussite aussi parce que on a beaucoup de gens très heureux dans cette unité. Alors, c'est pas parfait. C'est pas parfait. C'est pas facile. C'est pas juste que facile au quotidien. Mais en tout cas, on voit dans les indicateurs nationaux que on est une unité dans laquelle on se sent bien. Et puis, on voit aussi qu'il y a ça se sait, donc il y a des gens qui ont envie de venir travailler avec nous, donc ça c'est chouette, ouais. Du coup, Leslie, si tu avais quelque chose à partager à ceux qui ont envie de se lancer dans ce type de transformation managériale et qui peut-être n'osent pas, tu aurais envie de leur dire quoi ? J'aurais envie de leur dire que déjà, s'ils entendent ça, à l'intérieur d'eux, cette envie d'aller vers ça, ils sont déjà dedans, probablement. Parce que la première étape, c'est tellement de se regarder faire pour pouvoir faire différemment, qu'ils sont déjà dedans s'ils ont envie de le faire. Et après, j'aurais envie de les inviter à partir sur du tout petit, très concret. Tout petit, très concret dans ton quotidien. Je te propose, pour finir ce podcast, de rêver très grand. Et donc, si tu avais un rêve pour Orange, pour ce grand groupe, ce serait lequel pour la suite ? Moi, je pense que... Alexandre dit « Nous sommes le plafond de verre de nos organisations ». C'est une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et ce dont je rêve pour Orange, c'est d'avoir... encore plus, parce qu'il y en a déjà quelques-uns, mais encore plus de leaders inspirants. Et des leaders inspirants, pour moi, ce sont ceux qui, justement, font ce boulot sur eux-mêmes, de se remettre en question, de s'interroger, et qui se posent la question de qu'est-ce que je veux apporter au monde. Et je pense que moi, je crois beaucoup au fait que l'entreprise est un bon endroit pour rendre le monde meilleur. Et que si, à la tête de toutes ces grosses entreprises qui font vivre plein de gens, il y avait des personnes qui se posaient cette question-là. Qu'est-ce que je veux apporter au monde ? Le monde, il serait vraiment beaucoup plus beau. J'aime bien quand tu rêves comme ça, Leslie. Merci, Leslie, pour ce partage de transformation passionnant et inspirant. Merci à toi, Sophie. Merci d'avoir écouté Matin, Midi et Soir, produit par Innovan Experience.
Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez le partager ou nous donner votre avis sur les réseaux sociaux Innovon Expérience. Et si vous souhaitez découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur matinmidietsoir.fr. À la prochaine. Et j'ai entendu parler de chauds doudous autour de toi. C'est quoi cette histoire de chauds doudous, Leslie ? Les chauds doudous, c'est un conte pour enfants que j'adore et que j'ai offert à toute mon équipe d'ailleurs. C'est une histoire donc dans un monde merveilleux. On a plein de chauds doudous, plein les poches. Les chauds doudous, c'est tous les mots d'amour, tous les câlins, enfin tout ce qui nous rend heureux. Et puis un jour, il y a une vilaine sorcière qui vient et qui nous dit que les chauds doudous vont manquer. Et là, tout le monde garde ses chauds doudous pour lui. Pas les partager parce qu'il a peur de plus en avoir assez. Et là, tout le monde devient triste jusqu'à ce qu'il y ait une princesse qui vienne sauver tout le monde et tout le monde se remet à offrir des chauds doudous à tout le monde. Et là, c'est le retour du bonheur. Donc, j'adore partager des chauds doudous, moi. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous.